Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au webinaire COLT intitulé Quel est le potentiel de la 5G pour les différents segments de marché. Ce dernier sera présenté et animé par trois experts, Yves Gassot, consultant télécom et ancien DG d'ICAD DigiWorld, Aaron Partouche, chargé du développement commercial 5G et Edge chez Colt, et moi-même, Randy Bertrand Santos, chargé de marketing opérationnel chez Colt. À l'agenda du jour, nous évoquerons en quoi la 5G va révolutionner le monde de l'entreprise et pourquoi la connectivité joue-t-elle un rôle important dans le déploiement de la 5G. Bien sûr, nous conclurons ce webinaire par une session de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à nous transmettre vos questions à l'aide de la fonction Q&A. Juste pour information, vos questions seront anonymes vis-à-vis des autres participants et bien sûr, nous ne dirons pas votre nom et prénom à haute voix lors de la lecture des questions. Sachez que ce webinaire est enregistré et nous vous enverrons un lien vers ce dernier. Vous pourrez donc l'écouter une nouvelle fois ou le partager. Enfin, si vous rencontrez des problèmes techniques pendant le webinaire, n'hésitez pas à nous le faire savoir via le chat pour qu'on puisse vous assister au mieux. Avant de laisser la parole à Yves, un sondage va apparaître sur vos écrans dans quelques secondes. Donc surtout, n'hésitez pas à y répondre. Génial, on a de plus en plus de votes. Super. Merci à tous ceux qui ont participé à ce premier sondage et maintenant je laisse la parole à Yves. Merci Randy. Bonjour à tous, ravi d'être avec vous ce matin. Mon bref exposé va porter sur deux points. Je n'ai pas l'impression que j'ai la main. Je vais leur demander. Randy, je veux bien que tu me fasses passer les diapos parce que j'ai un petit problème là. Mes commandes ne répondent pas. Si tu peux te caler sur la première. Bon, désolé. Donc, deux objectifs dans mon exposé. Le premier, c'est de revenir sur les caractéristiques de la 5G. J'ai vu que certains avaient une connaissance assez précise de la 5G, d'autres une connaissance plus générale. C'est un sujet qui prête souvent à polémique dans la mesure où le déploiement de la 5G est récent et surtout est très progressif finalement. Il va y avoir plusieurs releases, c'est-à-dire que l'organisme de standardisation tous les ans propose des améliorations dans la norme et parfois ce qui est promis et déjà affiché nécessitera encore quelques mois avant d'être mis en œuvre. C'est ce que j'ai voulu montrer sur ce premier écran, le standalone, l'accès aux hautes fréquences, le slicing, le edge computing, sont des choses qui vont venir avec un certain délai. Mais au-delà de ce premier objectif de vous rappeler un peu les caractéristiques de la 5G, je voudrais surtout insister sur le fait que le principal défi en l'affaire n'est pas simplement de disposer d'une nouvelle norme télécom, comme on a pu l'avoir avec la 4G et la 3G, mais surtout de jouer son rôle de plateforme ouverte, vecteur de transformation numérique des entreprises et plus généralement de la société. C'est pour ça qu'à droite de l'écran, vous retrouvez l'intelligence artificielle, la réalité augmentée, la maintenance à distance, la voiture autonome, tout ce qui est mis en avant comme élément de transformation et d'innovation radicale dans notre paysage. Mais donc, slide suivante, revenons rapidement sur les grandes fonctionnalités de la 5G et en particulier ce qui nous intéresse, c'est au regard de ce que l'on connaît avec la 4G. La première chose qui est
qui est évidente aujourd'hui quand on ouvre la 5G, ce sont les capacités supplémentaires. Et ça, c'est quelque chose qui intéresse le consommateur, mais au premier chef, déjà, les opérateurs qui doivent répondre à la croissance du trafic. La deuxième chose, c'est la vitesse, qui là aussi est disponible dans l'ouverture dès lors qu'il y a des fréquences qui offrent les bandes passantes et permettent d'avoir des canaux suffisants. J'ai lu dans la presse hier qu'un opérateur finlandais sur du matériel Nokia et avec le concours de Qualcomm avait réussi à établir des liaisons à 8 gigabits sur un réseau 5G existant. Bon, c'est évidemment une performance qui nécessite des conditions un peu particulières, mais des débits très, très élevés. Une efficacité, c'est lié à une efficacité spectrale, c'est lié aussi à la capacité à pouvoir disposer de nouvelles fréquences. Il y a d'autres qualités qui sont particulièrement intéressantes. Je mettrai l'accent sur la densité, hein, le nombre de terminaux, d'objets au kilomètre carré, ça nous intéresse particulièrement quand on veut faire du massive IoT. Également, la latence, on va y revenir à plusieurs reprises, je pense, quand on parlera des applications. La réalité augmentée, par exemple, ou les véhicules autonomes nécessitent évidemment une très faible latence de l'ordre de 5 millisecondes. Voilà pour une caractérisation très rapide de quelques objectifs de performance. Slide suivante. La chose la plus spectaculaire dans cette nouvelle norme télécom, c'est la capacité de programmer sur un même réseau ou même sur un même site les performances en tenant compte des contraintes qui sont propres à des usages différents. Évidemment, ce n'est pas pareil de paramétrer un réseau 5G pour un service de streaming vidéo de très haute définition, dans le domaine de l'entertainment, mais aussi dans le domaine, par exemple, médical, et puis de faire du massive IoT ou bien de coordonner dans le temps le fonctionnement des robots avec des latences extrêmement faibles. Et bien avec la 5G, et ça, c'était fait by design, je dirais, dès la conception de la norme, en travaillant étroitement avec les grands verticaux de l'industrie, on a défini ce qu'on appelle des slices, c'est pour ça que le processus s'appelle le slicing, des slices représentant des usages typiques qui vont jouer donc sur la vitesse, sur la latence ou sur la densité et encore sur les autres caractéristiques. Slide suivante. Alors, pour donner un caractère plus concret, on retrouve là le contexte de l'IoT avec des déploiements massifs où c'est donc la capacité à pouvoir relier un très grand nombre de senseurs qui est pris en compte. L'ultra reliable low latency, c'est plutôt dans le contexte industriel, mais pas seulement. Et puis l'extreme mobile ou l'enhanced mobile broadband, c'est le domaine de la vidéo, mais aussi des jeux vidéo. Et là, on peut combiner des exigences de très faible latence quand on est dans le domaine de jeux vidéo avec des affichages d'images haute définition. Slide suivante. Alors donc, on a les fonctionnalités du réseau 5G qu'on peut paramétrer, les cas d'usage qui permettent justement de faire le slicing. Et la matrice, elle est composée maintenant des différents verticaux, des principaux verticaux. Et ce n'est pas simplement un affichage marketing prospectif, c'est aussi sur cette base qu'ont travaillé la 3GPP et les groupes de travail pour les releases 15, 16 et vont continuer de travailler pour les releases 17, de manière à faire en sorte que l'identification des besoins par les usagers professionnels soit prise en compte dès le départ dans la formalisation du standard 5G. Là, les rectangles les plus sombres représentent ce qui semble être le plus important pour le vertical. Pour le média, c'est pas étonnant, c'est l'image et l'image de très haute qualité. Pour le manufacturing, c'est le temps réel qui est évidemment très important. Pour la santé, on retrouve en particulier l'image. Pour l'énergie, c'est le temps réel avec les smart grids et la nécessité d'équilibrer en temps réel les différentes productions d'énergie alternative
avec la consommation. Slide suivante. Alors, j'ai choisi ce slide-là qui vient, je crois, de la Commission européenne, parce qu'on voit bien que la 5G n'est pas présentée comme un enjeu essentiellement télécom à ce niveau-là, mais comme avant tout un vecteur de transformation des secteurs qui sont considérés comme stratégiques pour la Commission européenne et qui ont donné lieu à des projets expérimentaux mêlant des acteurs des télécoms, des équipementiers, des opérateurs, mais aussi les acteurs des verticaux. On a la santé, on a les médias, l'énergie, l'usine du futur, l'automobile, on peut rajouter Smart City, etc. Alors, cette diversité, on la voit dans le slide, on la voit dans la slide suivante. Là, c'est tiré d'une étude intéressante de l'IDAT DigiWorld qui a analysé les groupes de travail, les équipes de projet des différents pays, réunissant donc encore une fois des acteurs télécoms, mais aussi les grands usagers professionnels identifiés, et qui a essayé de distinguer au niveau des pays les tendances. Alors, les tendances sont un peu différentes, même si on retrouve finalement des choses partagées, les médias, l'automobile, la santé se trouvent à peu près chez tout le monde. Il y a des distinctions après quant à la place des projets qui concernent l'agriculture ou le tourisme. C'est slide suivant. Alors, quelques petites images pour donner une idée de la diversité des applications et des projets. Ce ne sont pas forcément les acteurs des télécommunications qui sont au premier plan des expérimentations ou des projets pilotes. C'est pour ça que j'ai choisi sur la vignette de gauche une photo d'une usine du futur avec Audi, même si Audi travaille avec Ericsson. BT, c'est comme opérateur télécom, c'est quand même fait connaître très tôt avec l'équipement d'ambulance, de telle sorte que les analyses puissent être faites, l'analyse de la situation des blessés ou des malades dans ces ambulances et gagner du temps quand ils arrivent au service d'urgence. Slide suivante. Là, l'image de gauche, elle est pour montrer un contexte particulièrement favorable. Tous les sites très complexes dans lesquels il y a de nombreux mobiles, il y a des nécessités de reconfiguration rapide des lieux. Il y a aussi de très nombreux intervenants, je pense aux ports, aux aéroports, plus largement toutes les plateformes logistiques, sont évidemment très bien placés pour tirer rapidement de l'efficacité, des caractéristiques, des fonctionnalités de la 5G. On retrouve sur la vignette de droite un autre environnement complexe, celui des villes. Et je citais tout à l'heure les projets de Smart City dans lesquels à la fois il y a des notions de contrôle de l'environnement, de sécurité, et ça touche un très grand nombre d'acteurs qui déploient leurs activités dans la ville. Et il y a beaucoup de réflexions sur la place de la 5G. Voilà quelques exemples. Slide suivant. Mon propos donc s'arrête là. Aaron va revenir sur un certain nombre de points sur les applications et puis aussi sur les architectures, la façon d'intégrer la plateforme ouverte finalement que représente la 5G avec par exemple les architectures hybrides des clouds tels qu'ils se dessinent aujourd'hui. Je vous remercie et je serai évidemment disponible si vous avez des questions tout à l'heure. Merci Yves. Juste avant de passer la parole à Aaron, un deuxième sondage va s'afficher sur votre écran.
Merci beaucoup. Aaron, je te passe la main. Oui. Alors, Randy, je vais essayer de prendre le contrôle. Tu l'as, c'est bon. Je l'ai, c'est super. Donc, bonjour à tous. Je m'appelle Aaron Partouche et je suis directeur du business développement chez Colt, spécialiste de la 5G et des applications dans le monde de l'entreprise. Donc, on a déjà montré ce premier slide qui vous présente un petit peu Colt. Donc, comme vous le savez, Colt fournit des services de réseau de communication aux entreprises, faisant un usage intensif des données en Europe, en Asie et en Amérique du Nord. Pour ce faire, nous avons construit un réseau extrêmement dense dans les grandes métropoles européennes et asiatiques, qui nous permet d'offrir une latence mesurée en moyenne à 0,5 millisecondes dans 52 réseaux métropolitains, ou encore permet d'atteindre jusqu'à 100 gigabits par seconde, raccordant notamment le plus grand nombre de centres d'hébergement de données en Europe et en Asie. Cette capillarité nous a permis d'avoir 31 000 sites d'entreprises déjà raccordés. Ce sont des bureaux, ce sont des centres commerciaux, ce sont des entrepôts, ce sont des stades, des aéroports, des sites assez variés. Et enfin, aussi la possibilité d'activer et de gérer son besoin en connectivité comme on commande un espace sur le cloud. Alors pour cela, Colt a construit son infrastructure sur une seule fabrique pour construire, raccorder cloud, centre d'hébergement de données et les sites de nos clients entreprises. Nous avons ensuite investi pour que cette infrastructure soit capable d'orchestrer des fonctionnalités virtuelles et d'automatiser notre service. En d'autres termes, nous permettons à nos clients ou partenaires, opérateurs ou intégrateurs d'accéder à une API ou à un portail afin de provisionner en temps réel un circuit et très vite un service réseau. On va donc vers une connectivité intelligente qui s'adapte à ce qu'elle raccorde et surtout permet d'activer des fonctionnalités réseau qui sont désormais désagrégées. Or, c'est un énorme avantage pour les réseaux 5G qui ont ces possibilités d'être à la fois disponibles sur les plateformes de cloud ou sous forme de plateformes logicielles indépendantes du fournisseur de serveurs hardware. Le réseau de demain va donc être une plateforme pour télécharger et souscrire des fonctions réseau et permettre le choix de plusieurs fournisseurs ou services en temps réel, tel un smartphone. Excusez-moi, ça va être trop. Donc la transformation digitale dans tout ça, la transformation digitale de notre société et de nos entreprises devra s'appuyer sur l'intelligence artificielle ou encore les plateformes digitales qui seront mises à disposition par les services publics, les villes ou encore les entreprises elles-mêmes. L'intelligence artificielle qui est elle-même source de croissance, de réduction de coûts ou qui va permettre une meilleure efficacité opérationnelle aura besoin d'être déployée plus proche des utilisateurs pour permettre des actions en temps réel. Chez Colt, nous définissons deux catégories d'Edge, de plateforme Edge. Le Network Edge, qui servira à plusieurs clients et sera situé à l'intérieur de notre infrastructure dans un de nos nœuds, et le Customer Edge, qui sera dédié à un client ou à un site spécifique. Or, encore une fois, on ne peut décorréler le traitement intelligent qui va être fait par les algorithmes et la multitude de données de différents formats qui doivent être collectés par des réseaux de plus en plus performants. C'est ainsi que le destin de la 5G est étroitement lié à nos possibilités d'intelligence artificielle ou ville intelligente et donc à la transformation digitale de nos sociétés. Parlons maintenant de la mise en place de la 5G pour les entreprises. La mise en place de cette 5G et des services autour peut être fournie finalement par une grande variété d'acteurs et de solutions. Dans le cas où l'entreprise a déjà une très bonne couverture 5G et qu'elle souhaite s'en servir pour développer des usages proches de ce qu'on offre déjà aux consommateurs, alors la collaboration avec l'opérateur mobile de son choix est probablement la meilleure option, afin qu'il lui offre une slice, une tranche de son réseau. C'est ce que Yves expliquait précédemment quand il parlait du network slicing.
Deuxième possibilité, une entreprise ou un gestionnaire de biens immobiliers souhaite améliorer la couverture au sein du bâtiment pour pallier à des problèmes de couverture 5G qui vont aller en s'empirant. Alors pourquoi? Le spectre de fréquences utilisées initialement par les réseaux 5G sont des fréquences très, très hautes. Typiquement, l'ARCEP a récemment attribué la bande 3.4 à 3.8 GHz en France pour les 4 opérateurs. Alors que jusqu'à présent, la bande de fréquence la plus haute qui était utilisée était 2.6 GHz pour les réseaux 4G. Et ce qu'on appelle les fréquences en or sont sous le gigahertz. Mais ce n'est pas tout. Une très grande partie du spectre qui va être utilisé par la 5G utilisera des ondes millimétriques qui sont encore bien plus hautes, autour de 26 à 28 GHz, et déjà utilisées dans certains pays d'Asie ou encore aux États-Unis. La conséquence est que la couverture radio 5G sera réduite, on aura donc besoin de plus de cellules, particulièrement à l'intérieur des immeubles, avec des normes de haute qualité environnementale qui risquent de transformer certains immeubles en cage de Faraday, donc imperméables aux ondes. Nous avons donc des hôtes neutres qui émergent, qui sont capables de travailler avec différents opérateurs mobiles et d'offrir un service agrégé multi-opérateur. C'est encore un nouveau marché, avec une collaboration et une mutualisation de l'infrastructure qui est amenée à évoluer. Typiquement, en Grande-Bretagne, les opérateurs mobiles ont créé un cadre qui s'appelle JOTS, J-O-T-S, pour travailler avec ces opérateurs neutres, pour justement améliorer la couverture à l'intérieur des immeubles. Sur ce transparent, j'ai ajouté le logo JOTS, NHIB, qui veut dire Neutral Housing Building, car cette association des opérateurs mobiles anglais ont mis à disposition publiquement plusieurs annexes techniques concernant la meilleure façon de collaborer entre opérateurs neutres et opérateurs mobiles, et qui sera sûrement une référence pour d'autres pays quand ça se développera. La dernière option est de monter un réseau privé qui peut être facilité par du spectre mis à disposition par les régulateurs. En France, il y a par exemple 50 MHz réservés pour des usages professionnels sur la bande 2.6 GHz, connue sous le nom de 2.6 GHz CDD, avec un écosystème 4G qui est déjà bien fourni. Et plus tard, la 5G quand l'écosystème sera disponible. Mais en Europe, c'est l'Allemagne qui a été le plus favorable à cette libéralisation de la fréquence pour les entreprises, en dédiant dès à présent 100 MHz de spectre sur la bande 3.7 à 3.8 GHz, là où l'on va trouver un écosystème mature pour la 5G. Nous avons déjà plus de 74 sociétés allemandes à qui le régulateur a alloué une partie de ce spectre, sous une licence locale et légère, qui veut dire avec des frais limités. Typiquement, en Grande-Bretagne, les frais de licence sont de 75 livres sterling pour 5 ans. Alors, quels sont les secteurs qui sont les plus avancés sur l'utilisation de la 5G? Sans grande surprise, et comme déjà évoqué par Yves, le secteur industriel avec les centres de transport sont les adopteurs précoces de la technologie 5G, voire 4G. Dans la plupart des cas, ils travaillent avec des infrastructures privées qui peuvent s'adapter à la spécificité et la diversité des applications. Il y a pas mal d'exemples très récents et publics de déploiement industriel qui font part de leur retour d'expérience. La toute dernière usine de Daimler Mercedes, appelée Factory 56, avec une ligne de production entièrement personnalisée. Des transports sans conducteur qui amènent les véhicules sur des itinéraires différents en fonction des pièces dont ils ont besoin. 400 véhicules guidés et automatisés qui transportent du matériel à travers l'usine. Les différents objets connectés qui permettent de suivre les pièces et les véhicules dans toute l'usine en temps réel, tout ça, bien évidemment, en s'appuyant sur un réseau privé 5G et qui va permettre d'améliorer par 25% la production. De même, la plupart des grands ports maritimes et aéroports prévoient ou déploient déjà à présent leur propre infrastructure.
Yves évoquait le port de Qingdao dans une de ces cas d'usage. Mais il y a aussi le port de Valence en Espagne ou encore de 3 aéroports parisiens. Dans tous les cas, il y a un écosystème de professionnels très important. Une nécessité de gérer des opérations critiques de sécurité et beaucoup d'entreprises qui y travaillent. Enfin, il y a aussi d'autres secteurs, comme celui de la distribution, de la santé, de l'immobilier professionnel ou encore du monde financier qui s'intéressent actuellement au cas d'usage de la 5G pour soit développer une expérience nouvelle avec leurs clients, soit être plus efficaces, réduire leurs coûts, ou la consommation électrique en remplaçant câbles ou autres réseaux internes au bâtiment, ou encore en exploitant l'intelligence artificielle combinée avec des caméras ou de la robotique, pour citer juste quelques exemples. Enfin, grâce au développement de solutions purement cloud ou logicielles, les fonctionnalités de la 5G peuvent se déployer à différents endroits, soit directement sur site ou sur les plateformes de cloud. En d'autres termes, une partie des fonctionnalités 5G, comme par exemple les fonctionnalités de cœur de réseau, qui peuvent être redimensionnées pour le monde de l'entreprise, sont proposées par les plateformes de cloud, qui ont soit fait des partenariats, soit fait de récentes acquisitions. AWS a sur sa place de marché une multitude d'offres de cœur de réseau virtuel. Alors que Microsoft a récemment fait l'acquisition de 2 sociétés, Metaswitch et Affirm Networks, qui sont des spécialistes du cœur de réseau virtuel. Ces mêmes fonctionnalités peuvent être aussi déployées sur site pour réduire la latence ou encore pour des raisons de sécurité ou de résilience. Les antennes et une partie de l'infrastructure radio doivent obligatoirement être déployées sur site. C'est une partie qui ne peut pas encore être virtualisable. On a donc beaucoup de flexibilité dans le déploiement des solutions 5G d'entreprise, avec plus ou moins besoin d'edge ou de cloud, et par conséquent des approches commerciales associées plus CAPEX ou OPEX, selon le type de solution. Donc, pour conclure ma partie, je voudrais insister sur la nécessité d'incuber et co-créer des solutions, notamment autour de la 5G. Car les cas d'usage, les possibilités de déploiement, les solutions techniques, les applications, les terminaux et machines sont de plus en plus variés et le rôle de tous les acteurs évolue, comme vous avez pu le constater. Nous vous invitons à nous contacter si vous souhaitez explorer certains projets avec nous. Dans ce transparent, nous voyons quelques exemples de projets d'incubation, tels un pilote de bâtiment intelligent, l'environnement de travail du futur, un projet d'holobotics afin d'exploiter la technologie holographique et robotique pour faire de la maintenance prédictive ou de l'expérience immersive, ou encore un projet de plateforme de ville intelligente. Merci à vous tous d'avoir assisté à nos présentations. J'espère que vous avez pu découvrir un autre aspect de la 5G, notamment dans le monde de l'entreprise. Et je passe maintenant la main à Randy pour une nouvelle question 5G. Merci beaucoup, Aaron. Est-ce qu'on pourrait lancer le troisième et dernier sondage, s'il vous plaît? Merci. Merci beaucoup. On y est presque. Super. Avant de passer aux questions-réponses, Yves, Aaron, s'il y avait un message à retenir, quel serait-il? On va peut-être commencer par Yves. J'ai noté dans la première question que pas mal de gens quand même connaissaient la 5G, ce qui est évident, on est en plein dans l'actualité, mais avaient du mal à avoir une vision très précise. Que dans la deuxième question, que beaucoup
participaient ou connaissaient dans leur entreprise des projets relatifs à la 5G. Donc les choses ont vraiment démarré. On n'est plus dans le spéculatif ou l'anticipation. Voilà pour un premier commentaire. Je laisse Aaron poursuivre. Merci. De mon côté, je pense qu'on doit retenir principalement de ma présentation, de nos présentations, le fait que la 5G, pour les entreprises, ne signifie pas grand-chose si on ne l'associe pas au service ou à la transformation digitale de ces mêmes entreprises. En d'autres termes, c'est très bien d'avoir un réseau extrêmement performant pour les débits, la latence, pour le nombre de connexions de machines ou d'objets, qui peut éventuellement remplacer ou compléter certains des réseaux actuels, Wi-Fi, IoT, réseaux professionnels, mais seulement si on a fait une analyse de nos besoins et que cela soit justifié. Enfin, je voudrais insister aussi sur la flexibilité grâce aux technologies des agrégés pour déployer des fonctionnalités 5G, notamment pour les entreprises, par rapport aux générations mobiles précédentes. Donc, précédemment, on pouvait, par exemple, étendre le signal grâce au femto, au small cell, basé sur des équipementiers mobiles standards, je dirais, qui fournissent eux-mêmes des opérateurs mobiles nationaux. Alors qu'aujourd'hui, on a une multitude d'options proposées par beaucoup de jeunes sociétés logicielles qui ont virtualisé le réseau et se sont spécialisées dans les réseaux d'entreprise, notamment grâce à la libéralisation de la bande de fréquences comme le CBRS aux États-Unis, qui leur a permis de développer une multitude de cas d'usage. Donc, on a beaucoup plus de flexibilité. Merci beaucoup, Aaron. Alors, on a maintenant un peu de temps pour la session questions et réponses. Donc, dans le cas où nous n'aurons pas le temps de répondre à toutes les questions, n'hésitez pas à nous les transmettre via notre site Internet ou à contacter directement les intervenants via le biais des réseaux sociaux. Alors, première question. Quel impact ou intégration de la 5G dans le monde SaaS? Aaron, Yves, lequel d'entre vous souhaite Dans le répondre? mode SASE, vous voulez dire standalone, j'imagine. Je ne pense pas que tu auras ta réponse en direct. Voilà. Non, on répondra plus tard. Très bien. Prochaine question. La 5G annoncée peut se passer du cœur de réseau 5G grâce au mode Dual Connectivity 4G, 5G, également appelé mode NSA. Alors, est-ce vraiment une 5G nouvelle ou bien une extension radio de la 4G par un bonus fréquentiel colorisé 5G qui nous est proposé? Je veux bien répondre sur ce point. Effectivement, dans un premier temps, je crois que c'est dans le cadre de la release 16, la phase 1 de la release 16, la priorité a été de caractériser la 5G dans une situation où celle-ci concerne essentiellement la partie terminale, la partie radio, et où le core network utilisé est le réseau 4G. Et dans ce contexte-là, on dispose de capacités supplémentaires avec des débits intéressants. Mais c'est qu'une toute petite étape de la 5G et d'ores et déjà, un certain nombre d'opérateurs ont commencé à développer de la 5G standalone et dans ce cas-là, on a accès à de nouvelles fonctionnalités. Par exemple, le slicing est assez directement dépendant la capacité à pouvoir utiliser le core network 5G tel qu'il a été défini, qui est beaucoup plus modulable et flexible qu'en 4G. Je rajouterais aussi que c'est pour ça que d'ailleurs j'ai passé un peu de temps à expliquer les différentes options de déploiement réseau 5G. Il y a le déploiement réseau 5G qui va s'appuyer sur l'infrastructure des opérateurs mobiles. Et puis, il y aura le réseau 5G qui sera une infrastructure privée de bout en bout. Et là où on est généralement ce qu'on appelle Greenfield, complètement nouveau, on va vouloir justement, on n'a pas d'héritage, on va vouloir utiliser vraiment tout bénéfice de la 5G. Et dans ce cadre-là, avoir du standalone fait beaucoup plus de sens. Alors bien évidemment, il faut que les solutions soient disponibles. On a un écosystème qui s'est d'abord développé sur le non-standalone parce que les gros opérateurs mobiles se sont d'abord appuyés sur cette architecture-là. Mais le standalone arrive, on le voit arriver en Asie et aux États-Unis. Donc aujourd'hui, on a la possibilité de déployer ça, alors bien évidemment, de façon plus ciblée dans le cadre de réseaux privés. J'ajouterais que
les équipes de normalisation travaillent également sur une version de la 5G susceptible de fonctionner sur les licences qui ne sont pas soumises à licence, sur les fréquences, pardon, qui ne sont pas soumises à licence, un peu comme le Wi-Fi aujourd'hui. Et ça pourrait être une alternative au Wi-Fi dans certains contextes. Alors, il faut attendre 1 ou 2 ans. En fait, le Covid a retardé aussi la publication de certaines normes. Il y a un petit décalage par rapport au calendrier, mais ça sera rattrapé ça dans les mois qui viennent. Merci. Prochaine question. Est-ce que Colt a des licences 5G? Alors, non, Colt n'a pas de licence 5G et on n'a pas du tout l'ambition d'avoir de licence 5G. On va être plutôt un acteur qui va être spécialisé dans les services d'entreprise. On va fournir des capacités à travers nos plateformes Edge, donc des fonctionnalités réseau qui pourront être déportées sur nos plateformes Edge. On s'appuiera soit sur du spectre d'opérateurs mobiles, si ça fait du sens, c'est-à-dire si l'opérateur mobile souhaite être impliqué et que ça fait du sens, soit du spectre qui va être mis à disposition par le régulateur, comme j'ai expliqué, dans le cadre de réseaux privés, et qui nous permettra de déployer un service 5G pour nos clients. Merci. À quel horizon pensez-vous que la 5G sera disponible pour un usage télécom privé en entreprise, avec les performances haut débit, basse latence annoncées? Alors aujourd'hui, c'est déjà le cas. Il suffit juste de regarder ce qui se passe chez nos voisins. Les Allemands sont sûrement très en avance sur cette utilisation des réseaux 5G dans le monde du télécom privé. Donc, bien évidemment, c'est ce que j'expliquais, c'est avant tout aujourd'hui dans le secteur industriel où on voit un cas d'usage qui semble être assez évident. Le coût, le gain de productivité, le coût de construire de nouvelles usines peut justifier de rajouter cette infrastructure qui permet d'automatiser et qui permet d'utiliser, en effet, d'exploiter les performances des réseaux 5G, bien qu'on n'ait aujourd'hui qu'en release 16, donc qui viennent de sortir en juin 2020, donc vraiment tout récemment pour les tout nouveaux réseaux. Donc on ne peut pas encore tout exploiter de ce que peut amener la 5G, mais on voit déjà des retours d'expérience extrêmement intéressants, soit en regardant, encore une fois, pas très loin, ce qui se passe en Allemagne. On a Lufthansa, on a Daimler, on a Audi, beaucoup qui ont déjà déployé des réseaux 5G, pas 4G. Sur des réseaux 4G, on a Deutsche Telekom qui a, par exemple, dans un campus hospitalier, utilisé des drones. Donc, on a déjà pas mal de cas d'usage qui sortent, encore une fois, chez nos voisins. Et alors, si on regarde encore plus loin ce qui se passe au Japon ou ce qui se passe aux États-Unis, où notamment les États-Unis qui ont été les premiers à faire cette libéralisation d'une partie du spectre pour des réseaux privés, on a une multitude de cas. Donc, encore une fois, je pense que c'est plus culturel et aussi une maturité qu'on n'a peut-être pas encore complètement, en tout cas sur le marché français. Merci Aaron. Alors, on a 3 questions qui se ressemblent. Il y a une grande polémique au sujet de la santé, notamment sur la multiplication des antennes. Qu'en est-il? Je veux bien essayer de répondre à cette Oui. question. Pour l'instant, le lancement en France se fait sur des fréquences 2,6 GHz. On est dans des fréquences qui sont déjà très largement utilisées, pas très loin des fréquences utilisées par les opérateurs mobiles, mais je pense en particulier aux fréquences Wi-Fi qui prolongent généralement les box des usagers de l'Internet qui fonctionnent notamment couramment en 5 gigas. Donc pour l'instant, en 2.6, aucune inquiétude à avoir, il n'y a aucune étude qui a mis en évidence un quelconque danger. Alors après se pose la question des très hautes fréquences, puisque ça a été dit tout à l'heure par Aaron. La bande passante, elle est surtout disponible quand on monte dans les fréquences et on ira jusqu'à 26 GHz et même bien au-delà certainement. Alors là, il y a encore un peu des inconnus. A priori, et c'est un point positif, ces ondes rentrent moins bien dans le corps humain. Donc, il y a déjà une inquiétude sur ce plan-là qui pourrait être levée.
Mais vous le savez, ça a été dit souvent dans la presse ces derniers temps, on attend un rapport officiel, en France, un rapport de l'ANSES, qui devrait intervenir en début d'année et qui sera rendu public pour savoir s'il y a des précautions particulières à prendre pour ce qui concerne les déploiements en très haute fréquence, qui sont opérationnels néanmoins dans de nombreux pays depuis plusieurs mois, en particulier aux États-Unis, et où on a jusqu'ici identifié aucune conséquence. Mais ce sont des interrogations légitimes, bien évidemment, et il faut y répondre. Et encore, on peut aussi rajouter, on en discutait, alors c'est un point qui revient souvent. Hein. C'est vrai qu'on n'a pas, c'est un point qui revient souvent. L'impact, parce que ça a été un sujet de débat en France et justifié. L'intelligence qu'on a aujourd'hui dans les réseaux 5G nous permet, de mieux orienter les antennes. Donc, on a ce qu'on appelle du beamforming. Donc, on n'est pas obligé d'avoir des antennes qui propagent partout. Elles choisissent là où elles propagent. Là, les fréquences plus hautes vont moins pénétrer. Je l'ai expliqué, c'est aussi un sujet de problématique parce qu'on risque d'avoir des problèmes de couverture. Donc, on s'attend plutôt à un impact positif de la 5G, contrairement à tout ce qu'on entend. Donc, bien évidemment, des études vont le démontrer. On parlait aussi, je crois la dernière fois, Yves, de la consommation électrique qu'on pense être plus efficace parce que plus d'intelligence sur les cellules dormantes qui vont être implémentées. Donc, contrairement à tout ce qui se dit, on pense qu'on va avoir plutôt un impact positif malgré le fait que c'est censé supporter plus de capacités. Je voudrais aussi revenir, parce que je vois dans les différentes questions que sur ma réponse précédente, quand je vois que la réponse pour l'usage d'entreprise est 2023, je ne suis pas du tout d'accord. Encore une fois, on peut dès à présent travailler sur des réseaux 5G. Alors, on peut travailler sur des réseaux aujourd'hui 4G, sur du 2.6 qui est mis à disposition, par exemple, dans les réseaux privés, qui pourra évoluer sur de la 5G. En effet, certes, on aura d'autres fonctionnalités qui vont arriver dans la release 17 qui apporteront encore d'autres fonctionnalités 5G qui pourront être exploitées dans le monde de l'entreprise. Mais par exemple, la release 16 a déjà un grand panel de fonctionnalités pour les fonctionnalités industrielles d'objets connectés. Donc, j'insiste sur ce point parce qu'on se rend compte, Colt, comme vous avez pu le constater sur la carte, est un opérateur international avec beaucoup d'activités dans notamment les pays européens. Et on commence à se rendre compte quand même qu'on risque d'avoir un retard en France par rapport à d'autres pays sur cette maturité qu'on peut avoir d'exploiter des fonctionnalités 5G qui vont être peut-être encore plus impactantes dans le monde de l'entreprise par rapport au monde du consommateur. Voilà, je voulais aussi insister sur ce point-là. Merci Aaron. Dernière question. La 5G dans un domaine privé pourrait-elle remplacer le réseau sans fil WLAN? Ça, on a un peu tout, on a un peu toutes les. Mon avis personnel, c'est qu'on aura besoin des deux réseaux, des réseaux Wi-Fi, des réseaux 5G. Ça peut bien évidemment, parce que la 5G, l'une des grandes fonctionnalités, ça a été présenté par Yves dans sa présentation, c'est le network slicing. Donc, on pourrait dédier une partie de cette capacité pour faire ce que fait un réseau Wi-Fi. Maintenant, le réseau Wi-Fi est ouvert à tous, a toujours la mobilité qu'on a enfin, la mobilité, c'est peut-être pas le bon terme, en tout cas, l'accès au réseau Wi-Fi a toujours, sur des fréquences non régulées, a toujours son intérêt. Donc, je ne vois pas comment, à court terme, on remplacera les réseaux wireless LAN. Je pense que ça peut compléter et que, dans tous les cas, ça ne justifiera pas si le seul objectif, c'est de remplacer son réseau Wi-Fi par un réseau 5G, même si les réseaux 5G vont se déployer un peu de la même façon qu'on va déployer un réseau Wi-Fi. Si c'est le seul objectif, je pense que ce sera pas le business case ne sera pas très bon. Oui, je partage ce point de vue. Je crois que la 5G n'est pas la solution qui va tout remplacer. Et comme le souligne un participant dans une des questions, l'IoT avec les standards, soit propriétaires, soit les standards de l'industrie,
qui ont été définis ces dernières années ne vont pas disparaître parce que la 5G est là. Et effectivement, la 5G, du reste, pour l'IoT, pour l'instant, se contente de reprendre le LTE-M et le NB IoT. Bien, la relation entre le fixe, et le filaire, je dirais même, et la radio va aller en se renforçant. Vous allez avoir une interpénétration de plus en plus forte dans les réseaux publics comme dans les réseaux privés, de la fibre optique et de la radio. C'est ça la tendance, c'est pas de s'opposer, d'opposer les technologies. Je pense qu'elles se rejoignent, ce sont des technologies à très haut débit et elles se rejoignent et la cloudification des réseaux sera là pour faire fonctionner le tout ensemble et de façon invisible. Merci Yves. Alors, dernière question, la 5G pourrait-elle être une solution pour la livraison de la boucle locale? Oui, c'est... Oui. Vas-y, Yves, excuse-moi. Non, je crois que je commençais à le dire. C'est très concret aujourd'hui pour des opérateurs qui disent il y a certains contextes géographiques où on est désolé, on n'est pas capable de déployer la fibre optique aujourd'hui jusqu'à votre petite entreprise ou jusqu'à votre domicile. Et là, la 5G est une façon, comme vous le dites, de se substituer à la boucle locale filaire. Je crois que dans d'autres cas, la fibre optique sera déployée de façon systématique, c'est ce qui semble se dessiner en France. Il restera toujours néanmoins les mobiles, les trains, les robots qui se déplacent sur un aéroport ou dans une zone logistique qui auront besoin de fonctionnalités purement mobiles. Mais tout ça sera coordonné. Alors, tu as juste eu un petit commentaire, jusqu'à combien de kilomètres? Ça va dépendre de la fréquence, ça va dépendre, on l'expliquait précédemment, alors après, je ne sais pas ici, mais les fréquences, les solutions vont dépendre de comment seront déployés les réseaux mobiles. Donc là, sur cette partie-là de ce qu'on appelle le Fixed Wireless Access, c'est à travers des services que fourniront les opérateurs mobiles qui ont cette couverture nationale, parce que c'est eux qui sont capables justement d'offrir cette boucle, ces fonctionnalités de raccordement sur les derniers kilomètres. Mais je pense que ça dépendra quand même beaucoup des solutions et des fréquences qui seront utilisées. Mais c'est intéressant de noter qu'aux États-Unis, tous les opérateurs mobiles, c'est-à-dire les 4 avec le petit nouveau Dish Network, ont engagé des déploiements de Fixed Wireless Access, alors pour rentrer en concurrence très concrètement avec les opérateurs de satellite ou les câbles opérateurs pour la fourniture de services de télévision. Donc c'est du concret quand même. Il y a des vrais espoirs pour ce business. Mais en effet, la distance ne sera pas la même si on est en zone rurale ou si on est en zone urbaine, typiquement. Pour expliquer aussi pourquoi ce n'est pas simple de donner une réponse à combien de kilomètres. Merci beaucoup à tous les deux. Le webinaire touche à sa fin, donc merci à tous pour votre participation et à bientôt lors d'un prochain webinaire Colt. Bonne journée et au revoir.